Bonjour à tous et bienvenue sur l'Argus.fr. Alors si je vous demande à quel Peugeot appartient cette lunette arrière très inclinée, vous allez peut-être me répondre à un coupé 406, 407, voire un coupé cabriolet. Eh bien non, elle appartient à un SUV qui est censé accueillir famille et bagages. J'ai nommé le nouveau 3008. Cette troisième génération change donc radicalement de style et pas seulement, son intérieur est transfiguré, sa gamme de moteurs est quasiment 100% inédite, il est aussi très différent à conduire comme on va le voir tout de suite dans cet essai de la version électrique qui sera divisé en 5 chapitres. C'est parti. Les SUV coupés, c'est pas nouveau, c'est depuis 2008 que BMW commercialise son X6 et pourtant Peugeot ne considère pas le 3008 comme un SUV coupé mais comme un SUV fastback. Alors quelle est la différence? Sur un SUV coupé, généralement, la ligne de pavillon commence à chuter à partir du montant central. Ça veut dire que la porte arrière est plus petite, l'accès à bord est réduit, la garde au toit aussi, alors qu'ici, la chute de pavillon n'intervient qu'après la porte arrière. Cette dernière est donc comparable à celle d'un SUV totalement classique. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout obligé de tordre le cou pour s'installer à l'arrière. Une fois qu'on est assis, c'est pareil, on a une garde au toit généreuse. Par contre, malgré sa longueur accrue de 9 cm, l'espace aux jambes se réduit un peu, entre 1 et 2 cm. Alors, le 3008 n'était déjà pas la référence sur ce point, il ne s'améliore pas. Bon, maintenant, il y a quand même assez de place pour des adultes. On peut aussi agrémenter l'espace avec un toit vitré optionnel, avec des prises USB arrière qui sont de série sur la finition GT, et même avec des sièges chauffants aux places latérales. Mais ça, c'est inclus dans un pack assez cher à 2800 €. Les familles apprécieront aussi le volume de coffre qui est préservé à 520 litres, même sur cette version 100% électrique qui doit loger sa grosse batterie sous le plancher. C'est simplement le volume qui diffère un petit peu. Le plancher a été rallongé pour compenser la hauteur et la largeur de chargement qui sont moindres que sur la génération précédente. Et puis l'autre petit regret, c'est qu'on a perdu les petites tirettes pour rabattre les dossiers depuis l'entrée du coffre. Ça, c'était assez pratique sur la précédente génération. Ça fait plus de 10 ans maintenant que Peugeot commercialise son iCockpit qui est composé d'un petit volant, de compteurs qui le surplombent et d'un mobilier enveloppant. Sur le nouveau 3008, Peugeot renouvelle le genre puisqu'il accueille une spectaculaire dalle incurvée de 21 pouces de diagonale. Alors cette série en finition GT, sur l'allure il faut se contenter de 2 dalles plates de 10 pouces. En tout cas, visuellement, c'est très réussi. En plus, la dalle est un petit peu suspendue dans les airs, comme ça, au-dessus d'une planche de bord qui est garnie de beaux matériaux, qui est rétro-éclairée. C'est de la belle ouvrage, comme on dit. Et surtout, ça change les éternelles dalles verticales au centre de la planche de bord qui pullulent chez les constructeurs depuis que Tesla a sorti la sienne. En revanche, ce qui est un peu dommage, c'est que l'interface du système d'infodivertissement reste strictement identique à celle qui est apparue sur la 308 en 2020. La seule petite différence, c'est le nombre de raccourcis qu'on a là sous l'écran. D'ailleurs, à ce sujet, on vous conseille de bien configurer vos raccourcis. Ça évitera de se perdre dans les menus et les sous-menus pour simplement ajuster le débit d'air ou choisir sa station de radio. Surtout que le système n'est pas des plus réactifs pour passer d'une fonction à l'autre, comme vous pouvez le voir. En matière de touches physiques, on conserve quand même quelques fonctions comme le dégivrage rapide ou l'indispensable recyclage d'air. On a aussi beaucoup de rangements un peu partout sous la coudoir. On a aussi ce rangement un peu spécial puisqu'on a tendance à vouloir poser son smartphone dessus. Sauf que quand on l'ouvre, le smartphone disparaît. Mais pas de panique, quand on referme la boîte, le smartphone réapparaît. Avant de partir rouler, je voulais vous montrer la nouvelle implantation de la commande de boîte, ou plutôt du sélecteur de marche, puisqu'il n'y a pas de boîte de vitesse sur une voiture électrique. Il a migré là sous l'écran. Alors honnêtement, je trouve pas ça des plus pratiques, ça oblige à tendre le bras quand on veut passer la marche avant ou arrière. On aurait plutôt échangé sa place avec le sélecteur des modes de conduite, dont on sert finalement assez peu, en tout cas moins souvent que le sélecteur de marche.
On a enfin des petites palettes au volant. Alors là encore, ce n'est pas pour passer les vitesses, c'est simplement pour moduler le niveau de régénération à la décélération. En revanche, il n'y a pas de mode one pedal qui permet à la voiture de s'arrêter sans toucher à la pédale de frein. À son lancement en février 2024, le nouveau 3008 sera disponible en deux versions, un essence micro-hybride de 136 chevaux et cette version électrique de 210 chevaux. Elle est alimentée par une batterie de 73 kWh utile, ce qui lui autorise une autonomie située entre 510 et 527 km en cycle mixte WLTP. Lors de notre premier essai sur 1000 km d'un 3008 de pré-série, on était assez loin du compte. Il faut dire qu'on a roulé dans des conditions assez peu favorables pour une voiture électrique. Il faisait 5 degrés, on avait un léger vent de face. Sur notre première portion, on a consommé 21,7 kWh au 100 km sur un parcours exclusivement routier. En termes d'autonomie, ça correspond à 335 km avec une charge. Au retour, ça s'est un petit peu mieux passé puisque la température a pris 10 degrés et qu'on avait cette fois un vent de dos. Sur l'autoroute, on a consommé 24,3 kWh au 100, ce qui correspondrait à une autonomie de 300 km en roulant à 130 km/h. On va bien sûr repasser le 3008 électrique sur notre fameux parcours test de mesure d'autonomie. Ça facilitera les comparaisons avec ses concurrents. Ce sera aussi l'occasion de tester les temps de recharge rapide. Sur notre modèle de pré-série, notre première recharge rapide n'était pas très rapide justement. On a mis 36 minutes pour passer de 20 à 80% sur une borne de 160 kW qui est la puissance maxi que le 3008 accepte en courant continu. C'était 6 minutes de plus que ce qu'annonçait Peugeot et c'est quasiment le double de temps de ce qu'on avait mis avec une Tesla Model Y dotée de batterie BYD, certes de moindre capacité mais quand même. Alors pour ces nouveaux tests, il ne faudra pas non plus s'attendre à des miracles, surtout que Peugeot a décidé de ne pas équiper le i3008 d'un système de préconditionnement de batterie. D'après les ingénieurs, c'est un système qui consomme beaucoup d'énergie, quasiment 20 à 30 km d'autonomie pour réchauffer la batterie. Et c'est un équipement qui ne servirait qu'une seule fois lors des longs trajets, c'est-à-dire lors de la première charge, lorsque la batterie est froide. Pour les longs trajets, Peugeot a tout de même pensé à équiper le i3008 d'un planificateur d'itinéraire intégré à la navigation GPS. C'est-à-dire que si votre destination dépasse la portée de la batterie, le système va automatiquement calculer le nombre d'arrêts et le temps d'arrêt recharge nécessaire pour rejoindre la destination. Alors, lors de notre premier test, on a trouvé une qualité et un défaut. La qualité, c'est qu'on peut régler le niveau de charge qu'on souhaite à l'arrivée. Ce n'est pas le cas sur les planificateurs Tesla, Renault ou Volvo. Ça peut permettre éventuellement d'économiser un arrêt recharge si toutefois on s'en moque d'arriver à destination avec 5% de batterie, si toutefois on a une solution de charge à l'arrivée. En revanche, pour le moment, il nous a paru assez pessimiste dans ses prévisions d'autonomie. On est arrivé souvent avec 10% de batterie en plus de ce qu'il nous avait annoncé. Alors, vaut mieux ça que l'inverse, c'est vrai, mais le problème c'est qu'on ne peut pas modifier la station qu'il nous propose. Si toutefois on arrive à une station, on se rend compte qu'on peut rejoindre la suivante, on ne peut pas la modifier sur le GPS, il va toujours essayer de nous faire revenir à son premier choix. C'est un petit peu agaçant et c'est une possibilité qui est pour le coup offerte sur les systèmes concurrents. Dans quelques mois, Peugeot commercialisera d'autres versions du i3008. En fin d'année 2024, on aura droit à un i3008 à 4 roues motrices et 2 moteurs qui développera 320 chevaux. Et début 2025, on aura droit à une version traction de 230 chevaux qui embarquera la grosse batterie de 98 kWh utile et qui promet plus de 700 km d'autonomie avec une charge. Pour les allergiques à la voiture électrique, au-delà de la version micro-hybride de 136 chevaux disponible au lancement, on verra aussi arriver une version hybride rechargeable de 195 chevaux cumulés qui autorisera 80 km d'autonomie en mode tout électrique.
Bon, on a beaucoup parlé consommation, autonomie, temps de recharge, on a peu parlé des sensations de conduite. Ce qui est sûr, c'est qu'elles sont assez différentes de celles de l'ancien 3008. Alors d'abord, malgré les 210 chevaux de puissance de cette version électrique, les performances sont suffisantes mais jamais impressionnantes. On n'a pas le côté un peu catapulte qu'on peut trouver dans certaines Tesla. Il faut dire que le i3008 est lourd, quasiment 2 tonnes 2 avec conducteur. C'est quasiment 300 kg de plus qu'un Tesla Model Y propulsion. Pour l'anecdote, c'est 790 kg de plus que la version la plus légère de l'ancien 3008 qui était le PureTech 130. Cela dit, ce poids ne se sent pas trop en virage. Le 3008 conserve une tenue de route irréprochable, le train avant est efficace, il est servi par une direction précise, le train arrière est imperturbable en virage. Et côté confort, c'est très bien aussi, même avec les roues de 20 pouces qui sont de série sur le i3008 GT. On a quelques petites trépidations en ville, mais dès qu'on augmente un peu l'allure, ça absorbe vraiment toutes les bosses. En cela, je dirais que le 3008 conserve quand même son statut de référence, de compromis entre tenue de route et confort. Si on le compare à ses concurrents, si on prend par exemple une Hyundai Ioniq 5, une Kia EV6, un Volkswagen ID4, c'est des voitures qui sont encore plus pataudes sur parcours sinueux. A l'inverse, une Tesla Model Y est certes plus agile, par contre sa suspension est beaucoup plus ferme pour y arriver. Sur autoroute, on apprécie enfin la bonne maîtrise des bruits d'air et des bruits de roulement. On apprécie aussi le système de conduite semi-autonome qui s'enrichit d'une nouvelle fonction, à savoir le changement de fil assisté. Alors le principe, c'est qu'au déclenchement du clignotant, la voiture va changer de fil quasiment toute seule. Alors on a quand même besoin de garder les mains sur le volant, mais le volant va mettre l'effort qu'il faut pour changer de fil. Alors la seule chose un petit peu curieuse, c'est qu'il faut systématiquement valider le changement de fil en appuyant sur OK au volant. C'est pas le cas chez les concurrents, donc c'est un petit peu moins fluide là sur le 3008. Le 3008 démarre à 38 490 € en prix d'appel, ce sera une version hybride 136 chevaux allure. Pour le i3008 électrique, le prix d'appel est plus élevé, 44 990 € en allure, 46 990 € en GT qu'on a essayé ici. Alors la bonne nouvelle, c'est que le 3008 étant fabriqué en France, il peut retrancher 4 000 € de bonus à son tarif en électrique. Ce n'est plus le cas de certaines concurrentes, coréennes notamment. C'est toujours le cas par contre de certaines rivales qui ont abaissé récemment leurs tarifs. On pense au Volkswagen ID4 qui démarre à 43 990 € et qui a une version à grosse batterie, 550 km d'autonomie à 45 990 €. On pense aussi bien sûr au Tesla Model Y qui démarre dès 42 990 € en version propulsion. Et on pense bien sûr à l'imminent Renault Scénic qui devient lui aussi un SUV 100% électrique avec des tarifs très agressifs puisqu'il démarre à 39 990 € avant bonus. Et dans sa version grande autonomie, il pointe à 46 990 € mais il offre 625 km d'autonomie, soit une centaine de plus que le i3008. On arrive à la fin de cet essai, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur le nouveau i3008. Si vous avez des questions de solutions, soit nous les poser directement aux commentaires, on tâchera d'y répondre, soit vous rendre sur l'essai détaillé sur le site de l'argus.fr du i3008. On vous mettra le lien dans la description de cette vidéo. Là, vous retrouverez l'essai complet, les fiches techniques, les listes d'équipements par finition, les prix des options, les prix des packs, enfin tout ce que vous devez savoir sur le i3008. Maintenant, il est temps de vous dire à bientôt pour de nouveaux contenus avec le i3008 comme le test d'autonomie qui va arriver ou les premiers comparatifs. À bientôt, ciao!